Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce 7e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Nous recevions dimanche dernier le patron des patrons, Sami Agli. Il nous a semblé logique et surtout équitable d'inviter ce dimanche celle qui porte les travailleuses et les travailleurs dans son ADN politique. Porte-parole du PT, le Parti des travailleurs, depuis le 28 juin 1990 et secrétaire général du parti depuis le 12 novembre 2003. Louisa Hanoun, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, cette première question, la passionnariat a-t-elle toujours la passion intacte après 30 années aux commandes du Parti des travailleurs? D'abord, il s'agit là d'engagement politique. C'est un engagement politique, c'est-à-dire ce sont des convictions politiques, et qui ne saurait être réduit à une responsabilité, à un mandat qui m'a été confié par les instances du parti, à l'issue notamment du congrès de 2003, comme secrétaire général. Mon parcours militant a plus de 45 ans. C'est-à-dire j'ai commencé adolescente, pour le droit de poursuivre mes études à l'époque, au lycée puis à l'université, c'est-à-dire dans ma famille même. Et par la suite, c'est le combat à l'université, le combat déjà en premier chef contre l'oppression des femmes, le combat pour l'indépendance de l'UGTA, et après le militantisme dans un cadre organisé, politique, structuré, c'est-à-dire clandestinement, dans l'Organisation socialiste des travailleurs, jusqu'à la fondation du PT. Dans la mesure où il s'agit d'une conviction politique, elle ne saurait avoir ni un âge, d'accord, ni une limite de durée. Il ne peut pas y avoir de péremption, je suis totalement convaincu de ce que j'ai fait, de ce que je fais. Je pense que mon combat est juste. Je suis socialiste, profondément socialiste. Je suis pour la démocratie véritable, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Je crois vraiment du fond de mon être que, comment dirais-je, la souveraineté du peuple passe par l'élection d'une assemblée constituante souveraine qui élabore une nouvelle constitution qui définit le contenu et la forme des institutions à mettre en place. C'est-à-dire que pour moi, tant que j'ai encore les capacités de le faire, et par-delà le mandat en tant que secrétaire général, qui lui peut être limité dans le temps, on peut changer, tant que j'ai encore un souffle, tant que je peux réfléchir, tant que je peux militer, je le ferai. Et quel souffle vous venez de confirmer, que ce soit 30 années dans un cadre structuré ou plus de 40 ans en tant que militante, le souffle est toujours là. Je disais 30 années dans un cadre structuré et plusieurs séjours en prison, oui, dont le dernier en date, c'est les barreaux d'une prison militaire. Les Algériennes et les Algériens ont gardé en mémoire, même si bon l'expression, si j'ose dire, votre montée des marches. Sortons de prison comme on y est entré. Est-ce qu'on en sort comme on y est entré? Ça dépend dans quel domaine. Du point de vue des convictions politiques, plus que jamais. Plus que jamais. En 1984, quand j'étais sorti de prison, j'avais été arrêté pour la première fois, mon frère aîné, qui est très sage, m'avait dit, écoute, j'espère que c'est le dernier malheur que tu auras vécu. En arabe, ça veut dire, Inch'Allah, akhir al-ahzan. Voilà. Et puis, réfléchis. Réfléchis, bon, tu vois où mène cette voie. Est-ce que tu veux continuer avec toutes les conséquences que cela peut induire sur ta vie, sur ta liberté, ou alors tu vis une vie normale, comme tous les Algériens. Paisible. Paisible. J'ai dit à mon grand frère, écoute, je pense que c'est le système de parti unique qui a tracé ma voie, en me mettant en prison arbitrairement, injustement. Je suis plus que jamais convaincu qu'il faut que ce système s'en aille. Je poursuivrai, d'autant plus que toi comme moi, nous savons que quand quelqu'un est grillé, alors on disait grillé, le moindre problème, on viendra le cueillir chez lui. Et cela, effectivement, a été confirmé. Je lui avais dit, je continuerai, et cela s'est confirmé. En octobre 88, exactement le 16 octobre, c'était la sécurité militaire qui était venue m'enlever de mon lieu de travail. M'accusant de quoi? Cette fois-ci, d'avoir incité les jeunes à sortir dans la rue contre le système, etc. Et j'avais répondu à ceux qui représentaient la sécurité militaire, qui m'ont gardé pendant 2 jours. C'était un enlèvement, un véritable enlèvement de mon lieu de travail. C'était
hollywoodien. Incroyable, incroyable, puisque on m'avait allongé dans une voiture sans vitre, on m'avait attaché, on m'avait mis une cagoule pour que je ne sache pas exactement où est-ce qu'on m'emmenait. Où vous étiez dirigé. Voilà. Après, j'ai deviné un peu avec les tournants, les virages, etc. Et j'étais sauvé parce que c'était octobre 88 et qu'il n'y avait plus rien qu'on pouvait cacher. Là, c'est la torture, etc., la nature du Les langues système, qui commençaient à se délier, l'expression. à se délier, les expressions, etc. Donc, et après, bon, cette fois-ci, mais ce sont les mêmes chefs d'inculpation, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, 30 ans plus tard, on aurait été avec les mêmes pratiques, donc atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, tentative de coup d'État, tract subversif, en 83. Une déclaration que je n'avais même pas sur moi, se prononçant pour le multipartisme contre le système de parti unique, c'est tout. Et en 88, donc j'avais répondu au responsable de la sécurité militaire qui m'interrogeait. Alors j'ai éclaté de rire d'abord. J'ai dit si j'avais une telle force, eh bien j'aurais fait en sorte qu'il y ait la jonction entre les jeunes et les travailleurs, pour que ça soit un véritable processus révolutionnaire. Plus général et plus général, plus voilà. Encore une fois, bon, c'est la nature de ce système, ce sont les mêmes pratiques. Mais cette fois-ci, cela s'est produit dans une période très différente, dans une conjoncture très différente, dans un processus révolutionnaire. D'accord ? Lorsque la majorité est sortie dans la rue pour dire basta. D'accord ? C'était en fait le point de rupture atteint dans un processus assez long. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, n'est-ce pas ? Là, on est d'accord, je crois, là-dessus. Ce sont des décennies de lutte, mais aussi des problèmes, des souffrances, des privations, etc., de la hogara et tout, qui, bon, à un moment donné, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Pas de 5e mandat, pas ceci, et départ du système. Le départ du système, c'est la question. L'exigence centrale. L'exigence centrale, c'est pas que le président s'en aille seulement ou que son gouvernement s'en aille seulement, non. C'est la refonte totale, la reconstruction politique, institutionnelle, constitutionnelle totale. Donc, ça fait partie des... Bon, en même temps, c'est un système qui se défend. Il se défend, il veut rester. Donc, il y a des militants qui vont en prison, il y a des dérapages, il y a des dérives. On sort renforcé dans ses convictions, pour les militants politiques, bien sûr, plus que jamais déterminés à poursuivre, et en même temps avec davantage de clarté dans les idées. Parce que, bon, 9 mois, j'étais dans l'isolement, d'accord, je voyais mes avocats, certes, j'avais le NTV en face de moi, c'est tout, et au début janvier, c'est-à-dire après 7 mois, 8 mois, on m'a fait cadeau d'un deuxième truc, c'est-à-dire le Canal Algérie. Je pouvais au moins le bouquet s'est enrichi. Oui, il s'est enrichi beaucoup. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup ressourcé. J'ai lu plus de 250 livres. D'ailleurs, ça m'a coûté au niveau des yeux, beaucoup de problèmes. Et parce qu'il fallait que je résiste, et c'était le moyen, surtout au début. Donc, mais je voyais mes avocats, un collectif formidable, vraiment formidable, des anciens, des jeunes, etc. Et donc, j'étais alimenté, quand même, je suivais, mais pas comme j'avais l'habitude de le faire. Lire les journaux, regarder les chaînes de télévision, suivre moi-même, discuter avec les militants, avec les citoyens, sortir dans la rue, comme je le faisais. Et donc, je suis sorti, mais en même temps, tirant une conclusion. Tant que ce système n'est pas parti, il y aura toujours de l'arbitraire, il y aura toujours des arrestations. Cela s'est confirmé, se confirme chaque jour encore. Je vous reprends au mot, Louisa Hanoun. Oui. Le système doit partir, mais en attendant, il y a des détenus d'opinion. Exact. Un pléonasme de dire qu'ils sont encore en prison, condamnés ou en attente de procès. Des mesures d'apaisement avaient été promises, des promesses partiellement tenues jusqu'à présent. Alors, vous dites quoi? C'est profondément injuste, ou alors le temps de la justice n'est pas forcément celui des politiques? D'abord, c'est une dualité flagrante. D'un côté, il y a des mesures d'apaisement. C'est vrai qu'il y a quelques détenus qui ont été libérés là, tout récemment. OK. Logiquement, on se serait attendu à ce qu'il y ait davantage, quoi. Ben non, on libère, et puis on arrête le même jour, et c'est en cascade. C'est-à-dire la liberté de la presse, la liberté d'opinion, en réalité, sont confisquées. Bon, il y a une chape de plomb, il faut quand même le reconnaître. Et donc, cette dualité, elle traduit
la crise du système, ces contradictions internes, parce que sinon c'est incompréhensible. D'accord? Et en même temps, donc, cette crise fait que ce système, il n'a pas de réponse démocratique à apporter, puisqu'il veut se maintenir coûte que coûte. Et donc, eh bien, voilà. Donc, ça s'exprime sur ce terrain-là. C'est de l'injustice, c'est très injuste, et en même temps, c'est en contradiction avec tout ce que nous entendons sur la Nouvelle République, sur les promesses, sur l'ouverture, etc. Parce que, aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan du multipartisme, il y a quand même c'est-à-dire une pression qui est terrible. Il y a une pression qui est terrible. La démocratie politique, en général, il me semble, elle est en danger. Ça veut dire la démocratie politique, ça veut dire ce sont les espaces de liberté qu'on a arrachés, et à quel prix en octobre 88, ils ont été réduits au fur et à mesure. Mais plus proche de nous, un espace d'expression démocratique, c'est le Hirak. Exact. Mais le Hirak aujourd'hui, obligé à la pause. C'est un mal nécessaire, c'est un moment pour la décantation, selon vous. C'est un cas de force majeure. Le Hirak, est-ce qu'il doit, par exemple, supposons, est-ce qu'il doit se doter de structures, de leaders pour la suite, ou alors vous dites surtout pas? Alors d'abord, c'est un cas de force majeure. Le coronavirus sanitaire, c'est une pandémie, il n'y a aucun gouvernement qui est directement responsable. Chaque gouvernement est responsable de la manière dont il a réagi. La gestion, donc on y viendra, parce que c'est la question, c'est une des deux questions fondamentales à mon avis, aujourd'hui. Le Hirak, d'abord, ce n'est pas un Hirak, un simple Hirak. Mettons-nous d'accord. Ce qui s'est passé au Maroc il y a 3 ou 4 ans, c'était un Hirak, une action, un mouvement, si on traduisait littéralement, quoi, limité dans ses aspirations, quoi, dans ses objectifs. C'était aussi contre la Hogara, c'était de l'injustice, ça ne posait pas la nature. Là, on parle d'une lame de fond. Non, au Maroc, ça ne posait pas la question du pouvoir, de la nature du régime, du système. Chez nous, c'est d'emblée, ce sont les questions politiques. Mais il serait faux, mais archi faux de penser que c'est une révolution bourgeoise démocratique ou quelque chose comme ça. Non, dans un pays comme le nôtre, elle ne peut avoir comme contenu que l'aspiration politique profonde à la souveraineté du peuple, la démocratie avec son contenu politique, démocratique, économique et social, parce que ça va ensemble. Le Hogara, c'est sur le plan social, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan politique des libertés. Et donc, c'est le minimum qu'on puisse dire, c'est préciser que c'est un Hirak révolutionnaire, c'est un processus révolutionnaire qui est le produit de décennies de lutte, de privation, d'accumulation. Et donc, mais en tout cas pour moi, c'était prévisible. Personne ne peut savoir à quel moment il y aura la rupture, se produira la rupture, mais c'était prévisible. Ça faisait déjà 2 ans au moins que je déclarais au nom du parti que la rupture allait se produire, que le fil de Mouawiya, Sha'rat Mouawiya, le cheveu de Mouawiya allait être rompu s'il y avait la question du 5e mandat, si ce système continuait. Poussé jusqu'au bout de la logique. Poussé jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout. Et effectivement, c'est ça qui s'est produit. Parce que personne ne peut savoir sur quelle question, quel incident cela va se produire. Et comme la question du système a été posée d'emblée, tout de suite, la souveraineté du peuple, et ça a continué pendant une année. C'est-à-dire, ce n'était pas un simple mouvement par rapport à Bouteflika pour qu'il s'en aille, lui, son gouvernement, et même que son parlement est resté, son gouvernement a duré jusqu'à après le nord. On abordera cet aspect. Mais Hirak, aujourd'hui, avec cette pause, il est suspendu contre son gré, contre le gré de la volonté de l'écrasante majorité du peuple. Maintenant, je pense que personne n'a comment dirais-je, à s'ériger en directeur de ce Hirak, parce qu'il y a ceux qui s'érigent en PDG de Hirak. Non, c'est un mouvement qui est spontané, qui est populaire, qui est en dehors des cadres traditionnels, des partis, des syndicats, de tout. Et ce n'est pas une question algérienne. Et on le remarque un peu partout en France. Les Gilets jaunes en France, au Chili, au Liban, partout c'est ça, parce qu'il y a des questions fondamentales qui sont posées sur tous les continents et dans tous les pays en ce moment. De la même manière avec la pause. De la même manière par rapport aux formes d'organisation, à l'aspiration au renouveau, etc. Et
par rapport, je dirais même, à beaucoup de trahisons, de partis qui se réclamaient, soit des travailleurs, soit de la jeunesse, soit y compris des indépendances, dans notre pays, en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc c'est une recomposition qui se met en place dans les plus grandes difficultés, parce que la décantation s'opère, elle s'opère. Maintenant, comme dans tout processus révolutionnaire, ça charrie tout. Tout et son contraire. Vous pouvez avoir des points de vue les plus réactionnaires, n'est-ce pas, les plus obscurantistes, au point de vue les plus progressistes, les plus... J'aurais une question. Et donc, il serait dangereux de vouloir, c'est-à-dire imposer, lui dicter. Comme tout processus, il y aura une décantation et il aura besoin, à un moment donné, de se doter je ne sais pas, de formes, non pas d'organisation, je veux dire permanente, non, parce que la pire des choses qui puissent se produire, c'est de confisquer ce caractère spontané, populaire et diversifié, la diversité très large, pour imprimer une sorte d'homogénéité. Comme une greffe impossible. En 1954, ça a projeté, malheureusement, le système de partis uniques. Hein. Bien sûr qu'il fallait que tout le monde adhère, les partis, le peuple algérien, etc. Mais se dissoudre dans un seul parti, c'était une erreur. Il serait fatal encore aujourd'hui, pour le Hirak aujourd'hui, de se doter d'une direction qu'on appellerait une direction, c'est-à-dire avec un même point de vue, avec une structure classique au sens... structures classiques, Ceci pour le Hirak, Louisa Hanoun. Oui. Par contre, pour ceux qui sont déjà structurés, cette pause sanitaire que nous vivons aujourd'hui, cette pause forcée, et vous l'avez souligné à fort juste titre, est-ce qu'elle peut expliquer à elle seule une scène politique amorphe, voire même aphone? Le mot vacances, peut-être que je ne parle pas pour le Parti des travailleurs, vous avez eu même, après votre libération, à vous exprimer, et même publiquement à plusieurs reprises. Mais de manière plus globale, le mot vacances n'a jamais sonné aussi fort que ces dernières semaines. Ouais. Juste avant de répondre à cette question, je voudrais revenir à la précédente en un mot, ou plutôt en une phrase. En fait, à mon avis, à notre avis, la forme d'organisation qui pourrait être adaptée à cette situation, à ce mouvement, préservant son indépendance, préservant son objectif, à savoir le départ du système, et en même temps son caractère unitaire large, ça serait la mise en place de comités d'unité d'action. Pas ce qu'on appelle les comités populaires, qui ça a été galvaudé, d'unité d'action, avec pour objectif le départ du système, mais la démocratie, pas la confiscation de... Voilà, pas la réaction, etc. Ça pourrait aider à formuler les choses à travers des cahiers de revendications, avec le contenu politique, démocratique, social, économique, culturel. L'ensemble des questions... En une phrase, donc des comités d'action. Des comités d'unité d'action. d'action. Ça pourrait aider à faire avancer d'abord la discussion. Il faut que parce que les marches tous les vendredis, on ne peut pas discuter de tout. Et puis des pancartes, il y a ceux qui sont organisés, attention, hein, on le voit. On l'a remarqué. On l'a remarqué. Il y a des forces qui agissent. Une organisation des fois déroutante. Voilà, avec des banderoles qui coûtent cher surtout. Qui sont calibrées avec les mêmes polices de caractère, qui sortent visiblement de la même imprimerie. Voilà, exact. Et ça, alors qu'à côté, vous avez des petites pancartes comme ça, des citoyens ordinaires ou même des militants politiques, des activistes. C'est des premières semaines du Hirak. Oui, mais même pendant les dernières semaines, vous avez aussi ceux qui ont résisté, qui continuent à manifester. Tout ça, ça se décomptera au fur et à mesure. Et donc, par rapport à cette pause... Moi, nous pensons qu'il y a un confinement politique. Il y a un confinement politique. En réalité, la manière dont le gouvernement a réagi. D'abord, le gouvernement a réagi par défaut. Par défaut, c'est-à-dire, il n'a pas dégagé tous les moyens nécessaires à la prévention et qui auraient permis que, d'abord, il n'y ait pas une paralysie totale sur le plan économique, mais aussi une paralysie sur le plan politique. Chaque parti a réagi comme là. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie. J'allais vous le dire, je ne suis pas là pour défendre les autorités, mais comparativement à des sociétés autrement plus aguerries que la nôtre, ils se sont retrouvés pratiquement devant le même schéma. Ils se sont retrouvés dépourvus. Voilà. Au plan économique, au plan social, oui, c'est vrai. Au plan sanitaire. C'est vrai. Mais la catastrophe sanitaire en Europe a été criarde.
Elle a été criarde parce qu'il y a eu des décennies de démantèlement des systèmes de santé publique, pas seulement dans notre pays. Notamment en Malheureusement, France. en France, en Europe de manière générale, ce sont les plans de l'Union européenne. Et chez nous, il faut le reconnaître. Il y a eu un moment donné, mais ça remonte à plusieurs décennies, on approchait les systèmes de santé les plus avancés en Europe, l'Allemagne notamment, parce que l'État avait investi, mais malheureusement, à partir des années 93, avec le terrorisme, la guerre qui a été menée contre le peuple algérien, contre l'État algérien, contre la nation algérienne, la guerre de terrorisme, mais aussi la guerre du FMI et de la Banque mondiale. Le plan de dévastation a commencé, et donc il a réduit le rôle de l'État, les missions de l'État à leur plus simple expression, dans le cadre du plan d'ajustement structurel, mais ça a continué. Par la suite, c'était la prédation, les prédateurs, les oligarques qui ont fait main basse, y compris sur le secteur de la santé. On a beaucoup investi en argent, en matériel, mais les oligarques étaient en train de piller partout. Et donc le système a été complètement ravagé, et la loi sur la santé, la dernière loi de Bouteflika, du gouvernement Bouteflika, qui est toujours en vigueur, et c'est la démonstration encore que c'est le même système, ce sont les mêmes lois, cette loi, le seul aspect positif, parce qu'en fait, elle remettait en cause un des principaux acquis de l'indépendance. Hein, la gratuité. La gratuité des soins, le droit à la santé, et donc les missions de l'État étaient saccagées, sauf la prévention. Restait la prévention. Eh bien, la prévention, elle n'était pas présente là. Parce que la prévention, c'est quoi dans ce cas-là? Ce sont les tests PCR, ce sont les bavettes. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert, mais je lis, et j'écoute les médecins, les experts, etc. Ici, comme à l'échelle mondiale. Hein. Et bien sûr, je veux dire, la chute pour l'Europe, la France notamment, c'est une chute libre, violente. Violente parce que le saccage est apparu à l'œil nu. Mais chez nous aussi, le gouvernement a été pris à la gorge. Ceci pour le gouvernement. Mais le pardon, fait que les partis soient en confinement. Je termine mon idée. Mais le gouvernement aurait pu réagir comme le gouvernement vietnamien. Ce n'est pas un pays riche, le Vietnam. Hein, il a ses propres richesses, il produit. Quelle est la différence entre le Vietnam et nous? C'est qu'ils ont réagi tout de suite en fabriquant des tests PCR, les bavettes, etc., les gels, mais alors en quantité extraordinaire. Donc ils ont couvert, protégé la population, du coup ils ont zéro mort, zéro cas. Voilà, zéro cas. La Corée du Sud, bon, on n'est pas encore la Corée du Sud, mais aussi ils ont une production industrielle qui est très conséquente. Le moins que puisse faire ce gouvernement, c'est de reconnaître les années de saccage de l'industrie algérienne pendant la décennie noire, le plan d'ajustement structurel et après. Et je veux dire la prédation. Mais quand moi j'entends une déclaration officielle qui dit que nous avons le meilleur système de santé dans toute la région, en Afrique. Oui, le borne au pays des aveugles, les rois, d'accord. On ne pourrait pas se comparer à d'autres, mais même ailleurs ça va mal. Il faut simplement reconnaître qu'il a été démantelé et que bon, il y a l'expression de l'impuissance, chez nous comme ailleurs, dans des pays qui sont effectivement, comme vous venez de le dire, à juste titre, des pays plus avancés. C'est pour ça que c'est plus violent pour eux, c'est pour ça que les manifestations ont commencé chez eux, les grèves, le personnel de la santé, etc. Mais nous aussi. Pourquoi? Parce que les tests PCR, ils ont mis du temps chez nous. Hein. Ce n'est que maintenant qu'on commence un peu... C'est balbutiant. Voilà, c'est balbutiant. Les bavettes, elles ne sont toujours pas gratuites, même si les coûts ont baissé. Et comment voulez-vous que les gens... Bon, ça, c'est par rapport au Covid. Les hôpitaux, les saturations, etc., le personnel de santé qui hurle tous les jours. Bon, c'est quand même une situation qui est dramatique. Covid et le vide. Et maintenant, et le vide politique. Il apparaît, comme cela a été fait malheureusement dans d'autres pays, que le Covid a été mis à profit aussi pour restreindre les libertés, d'accord? Dans la mesure où vous, gouvernement, vous ne me donnez pas les moyens de protection. Vous, le gouvernement. Voilà. Non, je dis vous. Je plaisante. Voilà. Vous ne m'avez pas donné les moyens, comme parti politique ou comme entreprise publique ou privée, de protéger ma base, et là, de protéger les travailleurs, de protéger les fonctionnaires. Il n'y a pas de test PCR suffisant pour faire vraiment largement comme cela s'est fait dans certains pays. Vous ne me donnez pas les bavettes gratuitement alors que la loi me donne le droit à la prévention. Vous ne me donnez pas le gel gratuitement alors que les travailleurs ne perçoivent pas leur salaire. Des millions de familles maintenant sont sans revenus. Même des petits commerçants, des artisans, des cafetiers qui vont fermer, qui ferment en fait, 50 000 qui sont vraiment à l'agonie, qui sont en faillite.
etc. Donc ça veut dire que ça ouvre la voie à l'explosion de Covid dans notre pays, et parce qu'on voit des situations, des situations qui sont époustouflantes. Certains vous disent que oui, c'est l'arriération, c'est je ne sais pas. Non, moi je ne me permettrai jamais, et je trouve intolérable qu'on insulte comme ça les Algériennes et les Algériens au lieu de reconnaître que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires qui sont mis à la disposition pour que les citoyens se protègent. Ils n'ont pas cette tendance suicidaire, les Algériens. Ils ont résisté au terrorisme, ils ont résisté à tout. Et aujourd'hui, on veut nous dire que les Algériens, ils veulent mourir, ils sont prêts à mourir, à se sacrifier bêtement, etc. Ce n'est pas vrai, au contraire. Donc voilà, ce n'est pas une trêve politique. Bon, bien sûr, moi je ne vais pas parler au nom de tous les partis politiques. Nous, au début, dès lors qu'il y avait confinement total, c'était très difficile. Bon, en dehors des communications téléphoniques ou encore ou des communiqués. Des communiqués, et on assurait des permanences, les dirigeants assuraient des permanences, mais dès lors qu'il y a eu un petit peu des confinements, on a commencé à reprendre les réunions. Il y avait une réunion par semaine, maintenant on fait des réunions, on est au siège du parti, les militants font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de moyens de transport. On ne peut pas faire de réunion nationale, pas de comité central, même le bureau politique, on a pu le réunir après le déconfinement partiel. Maintenant, avec les dernières mesures, ce n'est plus possible de se déplacer. Retour quasiment à la case départ. Voilà, donc en réalité, ce sont des mesures tellement contraignantes qu'elles ont paralysé la vie politique. Mais je vous dirais aussi, la gestion sécuritaire et judiciaire aussi bien du Covid-19, par les autorités bien sûr, tout journaliste qui ose couvrir, qui sort, même un chanteur, même un acteur, même un citoyen qui va filmer une situation réelle dans un hôpital, il se retrouve condamné à la prison. Mais précisons tout de même, Louisa Hanoun, que filmer, il y a des structures où nous n'avons pas le droit d'un point de vue légal de filmer. Filmer dans un hôpital est prescrit par la loi. Juste ça au passage. Non, d'accord. Mais de là à quand même requérir 5 ans de prison, des choses comme ça, il ne faut pas exagérer. Et puis même, quand un citoyen sort, et puis pendant des mois, les langues étaient, c'est-à-dire les gens étaient bâillonnés. Maintenant, le gouvernement a été contraint de reconnaître que la situation est très grave, n'est-ce pas ? Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire. Ils ont été obligés de le reconnaître après 4 mois. En fait, il fallait le faire dès le début. Parce que poser le problème, c'est à moitié le résoudre. Pour amener la population, y compris à contribuer, à adhérer à une démarche, lui donner les moyens de comprendre que c'est d'une extrême gravité. D'accord ? Le fait d'avoir caché et avoir prétendu qu'on maîtrise tout. Mais non, on ne maîtrisait rien. Des pays autrement plus forts que nous n'ont pas pu le faire. La fanfaronnade, ce travers qu'on a de dire on est les meilleurs sur tous les plans, on est GDA et tout, c'est un travers algérien, d'accord ? Mais je veux dire, des autorités face à une crise pareille, un danger pareil, n'ont pas le droit de le faire. Ceci pour la pandémie, Louisa Hanoun. Sur le plan politique, donc, c'est aussi terrible. C'est pratiquement une cessation d'activité forcée par le biais forcée, voilà. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais nous, on va essayer de ne pas nous arrêter. Exact. Et de continuer. Il ne faut pas. 2020-2021. Oui. Ce sera l'année de l'après-Bouteflika ou celle de l'après-Hirak ou des deux ? Non. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne confonds pas, je présente des perspectives. D'accord. Bouteflika est parti, son régime est resté, le régime qu'il incarnait, le régime présidentialiste, est toujours en place, et le système politique qui nous étouffe depuis 1962 est là. Il est toujours là, avec les mêmes rapports clientélistes basés sur la courtisanerie, avec les mêmes pratiques, avec la même répression, avec les mêmes atteintes aux libertés, avec les mêmes politiques même. C'est-à-dire, regardez, les lois qui ont été adoptées par le Parlement de Bouteflika, par les gouvernements successifs de Bouteflika, sont en vigueur. Vous me tendez la perche, vous me tendez la perche pour pouvoir être dans les temps aussi de notre émission qui est très... La mouture, appelons-la pour l'instant comme ça, puisque vous parliez de loi, la mouture de la Constitution vous a été remise. Alors ma question est toute simple. Vous dites non merci, ou alors vous dites merci, on va débattre et peut-être enrichir, ou alors vous dites désolé, mais la solution est ailleurs. Je dirais non merci parce que la solution est ailleurs. 2 choses à la fois. Et surtout, non merci, la solution est ailleurs. Et surtout, il y a des priorités.
aujourd'hui autrement plus importante que le débat autour d'une constitution. C'est la sauvegarde des vies humaines. C'est la préservation de la santé du peuple algérien. C'est que ce gouvernement réunisse toutes les conditions pour protéger le personnel de santé, pour mettre à la disposition du personnel de santé tous les moyens humains, matériels, pour qu'ils puissent affronter cette situation extrêmement dangereuse. La deuxième priorité, ou plutôt elles vont ensemble, là on ne peut pas les dissocier, c'est le pain, c'est le travail, c'est l'eau pour l'écrasante majorité. C'est comment assurer aux Algériennes et aux Algériens qui, malheureusement, dans leur maintenant écrasante majorité, sont confrontés à une détresse sociale qui n'a d'équivalent que la période du plan d'ajustement structurel lorsque le FMI et la Banque mondiale ont mis à profit la guerre de terrorisme pour imposer leur diktat et leur potion amère. Donc c'est comment assurer cela, parce qu'il faut d'abord que les gens puissent souffler, il faut qu'ils puissent manger, assurer le lait, le pain, la scolarisation, etc. de leurs enfants. Après, on discutera du reste. Maintenant, la Constitution, c'est le peuple qui doit décider. C'est la souveraineté du peuple. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la priorité aujourd'hui, ce sont les questions sociales et la santé des Algériennes et des Algériens. Vous semblez lire dans mes fiches. Et il est agréable de débattre avec vous. Pourquoi? Parce que vous enclenchez tout naturellement sur la question suivante, sur la pression. Hein, vous parliez de la pression sur le peuple. La toute récente décision du président Tebboune de mesures sur les prélèvements de l'impôt en raison de la pandémie Covid-19 et de pause dans le paiement des charges financières et parafiscales, notamment en direction des petits métiers, les PME, PMI. C'est bien? Oui, c'est bien. Toute mesure qui peut soulager un tant soit peu, même une minorité, même une partie, une infime partie. On parle quand même des artisans, petits métiers. Il y a des centaines de milliers. Non, je dis même si c'était pour une petite catégorie, eh ben c'est toujours la bienvenue. Surtout dans une période de détresse sociale, de privation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tinzaouatine. C'est-à-dire que la situation, elle est lourde de dérapage, elle est lourde d'explosion. Et d'exploitation aussi. Et d'exploitation aussi, c'est normal, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas le propre de notre pays. Quand la situation sociale elle est mauvaise, elle est très très mauvaise, quand il y a une tension, eh ben, c'est le terrain qui est ouvert, qui est propice, bien sûr, à tout. Mais à tout, et on le voit ailleurs. Donc, or, nous, en plus, on était dans un processus révolutionnaire. Qui est suspendu, d'accord, mais qui est toujours là, avec tous ses contenus. Alors, oui, c'est bien, pourquoi pas, mais est-ce que vraiment ça va être appliqué? Et d'ailleurs, sur les 30 000 dinars, moi je pose la question que se pose tout le monde. Est-ce que c'est mensuel, c'est trimestriel? C'est quoi cette opacité, cette ambiguïté de dire 30 000 dinars pour 3 mois? Qu'est-ce que ça veut dire pour 3 mois? Ils vont percevoir chaque mois 30 000 dinars ou bien alors c'est étalé sur 3 mois. Sur 3 mois, et les 10 000 dinars. Et le président lui-même a reconnu que, bon, lui... Il y a eu des atermoiements. Mais plus que ça, écoutez, j'ai discuté avec des fonctionnaires, avec des salariés, des journaliers, des artisans, des petits commerçants. J'ai discuté avec tout ce monde-là parce que je sors, je marche. Et ils sont pris à la gorge et ils disent, c'était le parcours du combattant. Et on n'a pas eu un centime. Et finalement, c'était quoi? C'était 10 000 dinars pour 3 mois. Et... c'est pas tout le monde qui l'a eu. Donc ça a ouvert la voie, là aussi, y compris au trafic. Justement, Louisa Hanoun, on reste sur ça. Oui. Et là, nous sommes dimanche, nous sortons à peine de l'Aïd. Je vous propose d'y replonger quelques instants, un très court moment. Oui. Ces images de retraités faisant la queue devant les bureaux de poste pour y retirer leur pension, leur argent, leur dû. Il y a ces vidéos de personnes âgées dormant à même le sol le soir devant une poste pour pouvoir être les premières servies. Ou encore ce Chibani de Tieret qui escalade une balustrade pour toucher sa pension. On est en 2020 et mis à part Internet, les réactions sont terribles de timidité face à cela. Est-ce qu'on peut résumer cette situation juste par l'expression crise des liquidités? Non, c'est une crise générale et totale, etc. Crise des liquidités et puis même les réponses. Moi, j'ai écouté On connaît les dates de l'Aïd, on connaît la situation du Covid-19. Voilà, c'est un système qui ne peut plus gouverner ce pays, c'est clair, parce que c'est dans tout le domaine. Mais là, c'est-à-dire ça provoque
une indignation, une colère, une rage de voir encore des images comme ça, et d'autant plus que ces attroupements, ces chaînes interminables, elles sont facteurs de contamination, justement parce que ce sont des personnes qui sont vulnérables, des personnes âgées, et on le voit, à 5 heures du matin, ils sont là, ceux qui vont aller pour retirer leur maigre sou, quoi, à la poste, et à chaque fois, c'était avant le 22 février 2019, c'est à chaque fois. Mais aucun des gouvernements, ni de Bouteflika, ni de l'actuel président, n'ont été à même d'anticiper, ni sur cette question, ni sur d'autres. On est généralement, en fait, j'allais enclencher sur... On est plus dans la réaction que dans l'action, et alors surtout pas dans l'anticipation. C'est ce que j'ai dit par rapport au Covid, le gouvernement a réagi, non pas par anticipation, non pas dans la prospective, non, mais dans la panique. Dans la panique, essayer de faire des choses comme ça à droite, à gauche, dans la confusion, et c'est la même chose. Et là, on nous explique, le directeur général de la Poste, je l'ai écouté sur les ondes de la chaîne 3, qui expliquait que, bon, voilà, les raisons, etc. Non, mais c'est pas ça, monsieur. Écoutez, vous avez cette catégorie sociale, tout le monde aujourd'hui, l'écrasante majorité se trouve confrontée, parce qu'y compris, il peut attendre de 5 heures jusqu'à 11 heures, et après on lui dit il n'y a plus de liquidité. Et il retourne chez lui. Ou alors on lui dit le plafond s'étend. Et il ne peut absolument rien faire avec. Mais c'est inacceptable. Ça peut être un facteur d'explosion. Après, on viendra arrêter, quoi. On va arrêter nos retraités, on va arrêter les salariés, les pensionnaires qui essayent de... On comprend parfaitement votre colère. Bon, le temps file, Louisa Hanoun, le temps file. Je voudrais vous garder plus longtemps. Une dernière question. Oui. Un peu de politique fiction, vous permettez? Ça ne peut pas faire de mal de la politique fiction. Alors imaginons, vous et moi, demain, dans 4 mandats successifs, on vous convie à une réunion quelque part dans une villa pour parler de l'avenir du pays. Vous y allez? Mais ça dépend qui, ça dépend dans quel cadre, etc. On me convie qui? Peut-être que sur le schéma actuel, j'ai bien dit 4 mandats successifs. Après 4 mandats. Après 4 mandats successifs. D'accord, je vais vous répondre. Ceux qui ont suivi les développements à ce moment-là comprendront de quoi je parle. Alors, s'il s'agit de faire partir le système, de faire démissionner celui qui a fait 4 mandats, de le faire démissionner sur le champ, pour que sa démission reste une victoire du peuple algérien mobilisé par millions. D'accord ? Mobilisé par millions. Eh bien, oui. Je repartirai. Je repartirai pour faire démissionner, pour stopper, pour que la révolution ne soit pas détournée, pour qu'elle ne soit pas privatisée, pour qu'elle ne soit pas confisquée par qui que ce soit, qu'il s'agisse d'une fraction du système, du pouvoir en place, ou d'un centre X, Y ou Z donné, d'accord? C'est-à-dire pour apporter une aide à l'écrasante majorité dans son aspiration profonde. Parce que un responsable politique, il ne se contente pas de faire des déclarations, d'accord, de faire des communiqués. Parfois, il est amené à prendre des décisions. À s'impliquer. À s'impliquer et à dire non, ça suffit. Si le jour J, le jour de l'invitation, il s'était produit un événement que moi je considère grave, un développement politique grave, qui mettait à l'ordre du jour la confiscation de la volonté du peuple, la confiscation de son aspiration au départ du système. À ce moment-là, non, je me dirais, non, tu ne dois pas rester les bras croisés, tu ne dois pas te contenter d'une déclaration, tu dois agir pour faire en sorte que ce processus révolutionnaire ne soit pas détourné, pour que l'écrasante majorité soit victorieuse, c'est-à-dire qu'on ne lui vole pas la victoire d'avoir stoppé un 5e mandat, d'avoir stoppé le maintien du régime du pouvoir en place. Et nous resterons sur cette note de Louisa Hanoun qui est là, bien là, en face de nous, pas du tout entamée. Louisa Hanoun, merci.
C'est moi. Merci, malgré un calendrier judiciaire chargé, merci d'avoir accepté de nous accompagner dans ce 7e numéro de LSA Direct. LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Merci à vous. Quant à nous, amis téléspectatrices et téléspectateurs, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain. LSA Direct, c'est tous les dimanches, c'est à 10 h et en plus, avec les mesures barrières, ça sera encore mieux.